Mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Une fois de plus, bon après-midi, avec un bon après-midi. Bon après-midi Jean-Jacques, bon après-midi aux techniciens, bon après-midi aussi fondateur de la radio, bon après-midi aussi tous ceux qui nous écoutent religieusement les lundis. Et je en remercie, compte tenu un peu de l'écho que cette émission commence à avoir dans la ville. Et peut-être aussi en dehors de la ville de Yaoundé, où les gens commencent à comprendre un peu l'intérêt, un peu de lire un peu ce qui se passe, de lire ce qui se passe en étranger. Avec, vous savez, les Européens ont l'habitude d'apporter de l'innovation dans tout ce qu'ils font. Et cette innovation, si on doit les prendre, c'est quand on regarde un peu la manière dont nous on travaille dans la routine, pas vraiment dans la routine, c'est-à-dire quand on essaye parfois de copier ce qu'ils font. Mais malheureusement, on les copie un peu sur des législations qui sont très vieilles. Oui. Parce qu'on va ramasser des législations qui sont plus adaptées. Et on vient nous faire comprendre ici que ces législations sont bonnes pour la même chose que les Européens font à l'étranger. Or, c'est faux. Vous voyez qu'il y a un décalage. C'est ce qui est vieux. On ne peut plus l'adapter. Il faut maintenant trouver des variantes qui font en sorte que lorsqu'il y a une possibilité effectivement d'inscrire la loi dans ce qu'on veut, dans la vision que nous avons, il faut une vision progressiste en quelque sorte. Bien entendu, adaptative aussi. Oui, adaptative au contexte. Aussi, au contexte. Alors vous avez choisi un concept qui n'est pas étranger, un concept qui n'est plus trop nouveau, mais peut-être pas maîtrisé par les Africains et les Camerounais. Alors, vous êtes allé chercher le livre Les Talents Bitcoin. C'est un livre qui nous parle de la crypto-monnaie. Alors, d'abord, pourquoi le choix de ce livre en pareille circonstance? Pourquoi le Bitcoin? Alors, il faut comprendre qu'on est un peu dans un contexte, j'appelle ça, un contexte de souveraineté. On est dans un contexte, effectivement, l'Afrique cherche à s'épanouir à travers des idées, à travers un peu le renouvellement un peu de son patrimoine intellectuel, c'est-à-dire tout ce que nous avons développé par le passé. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'on peut retrouver le passé à travers un peu le futur, à condition bien entendu que les générations se suivent. Il y a ces générations qui ont vécu dans ce passé-là. Si ces générations pouvaient transmettre à d'autres générations effectivement tout ce qu'on a pu développer dans ce passé, les choses peuvent se passer très bien. Oui. Alors, donc, le problème aujourd'hui, c'est ça, c'était l'Afrique a envie de retrouver son passé, mais malheureusement, ces générations qui font des liens, c'est ça, ces générations qui ont disparu entre-temps. Or, il faut retrouver ces générations, des savoirs qu'ils ont pu développer à un certain moment, d'où un peu cette importance un peu de la souveraineté. Vous savez, en réalité, on ne l'a jamais dit, on a perdu un peu les années
le temps des indépendances, on les a pratiquement perdus parce qu'on n'avait pas effectivement des gens formés pour mener à bien la vision que les premiers nationalistes avaient porté. Voilà, il n'y avait pas de cadre. C'est pourquoi quand on entend parler du franc CFA, etc., on nous a expliqué qu'il fallait effectivement que les Blancs s'en mêlent parce qu'il n'y avait pas assez de cadres. Et c'est vrai, parce que quand on regarde un peu les années 60 jusqu'aux années 70, il a fallu former ces gens-là la va-vite. Oui. Et c'est là. Donc on a perdu les années d'indépendance, c'était vraiment pratiquement perdu. Et là, maintenant, nous avons ce qu'on appelle des années de souveraineté, qu'il faut maintenant récupérer. Et c'est l'objet un peu des batailles, d'idées qu'on mène aujourd'hui en découvrant de nouveaux espaces où on peut faire vivre ce qu'on veut mettre dans la souveraineté. Oui. Et malheureusement, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'Afrique n'a pas encore compris ce qu'on appelle les économies de marge. Les économies de marge. Les économies de marge, ça veut dire quoi, les économies de marge? Ça veut dire que si, par exemple, on vous explique que vous ne pouvez pas vous passer du CFA parce que les Français ont complètement ficelé l'avenir du CFA, c'est-à-dire l'ont condamné, c'est-à-dire nous oblige à utiliser le CFA comme monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, contourner le CFA? C'est-à-dire donc finalement que le Bitcoin est un outil de contournement du franc CFA? Il est un outil de contournement. Regardez un peu aujourd'hui la plupart des gens qui veulent contourner, par exemple en Russie ou bien dans des pays qui sont sanctionnés. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour contourner les sanctions? Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le Bitcoin. Ils utilisent cette monnaie virtuelle, cet argent virtuel là, pour contourner effectivement ces sanctions qui leur sont appliquées. Parce que ça ne passe plus par le SWIFT, c'est-à-dire la banque de données dans laquelle on enregistre les transactions. Oui. Alors, si ça ne passe pas par là, ça veut dire que parce que le Bitcoin est accepté, parce que le Bitcoin aussi est un moyen effectivement de contourner un peu, comment dire ça, ce courant, ces sanctions-là que l'on applique, qu'au fond appliquer les États-Unis ou les Européens à l'encontre des pays qui veulent effectivement développer leur souveraineté économique. D'accord. Donc ce qu'il faut déjà connaître et savoir, c'est que le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. C'est qui est inventé par... Alors, ça a été inventé par un Chinois, un Japonais, pardon, Nakamoto. Alors, lui, il a pensé que... Qu'est-ce qui s'est passé au début? Il s'est dit, bon, on peut avoir ce qu'on appelle une monnaie virtuelle à travers ce qu'on a comme, vous savez, les télécommunications, l'Internet, depuis qu'il a été développé. Là. Alors, son problème, c'était de créer une sorte de réseau. Et c'est dans ces réseaux, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait tout simplement que vous ayez... vous inscrivez dans ce réseau-là. Et en vous inscrivant dans ces réseaux, vous avez... Ce qu'on vous donnait, c'était juste la clé pour qu'on puisse vous identifier. Et puis aussi l'adresse. Parce que c'est un problème d'adresse. Et l'adresse, c'est quoi? C'est peut-être pas une banque. C'était pas une banque au début. C'était juste une sorte d'endroit, effectivement, où se faisaient des transactions. Oui. Et donc, si vous voulez faire une transaction, il fallait d'abord que vous rentrez dans ce réseau. Et quand vous rentrez dans ce réseau, vous pouvez obtenir ou bien faire des transactions par le Bitcoin. Et ça, c'était une formule simple. C'est vrai qu'au départ, beaucoup de gens n'ont pas cru à cette affaire-là, parce que c'est comme c'est un problème de monnaie, et puis comme c'est aussi un problème, comment dire ça, où l'État doit intervenir, parce que c'est l'État, c'est les banques centrales qui créent la monnaie. On s'est dit, mais quelle est cette monnaie qui va passer outre les relations avec la banque centrale? Donc c'était difficile un peu de comprendre un peu cette affaire-là. Est-ce que finalement aujourd'hui, Bitcoin est mieux accepté, plus utilisé qu'il y a quelque temps? Bien entendu, ça commence quand on regarde un peu. Je suivais les informations il n'y a pas si longtemps là, à propos de la famille de Trump là, qui commence et on en a parlé dans le New York Times il y a près de 3 jours. On disait que la famille de Trump a créé une entreprise effectivement chargée effectivement de développer les transactions en Bitcoin.
Vous avez aussi, par exemple, en Chine, quand on parle un peu de la monnaie numérique en Chine, par exemple, vous avez un yen numérique aussi. Ça se développe en Chine. Vous avez aussi en Russie, des pays, la plupart de ces pays-là qui subissent les sanctions de l'Europe et des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent cette monnaie. C'est-à-dire ces transactions qui passent effectivement par cette blockchain et qui font en sorte que les banques, effectivement, n'arrivent pas, effectivement, à avoir un regard sur ces monnaies-là. C'est vrai que le fait, par exemple, que ces banques n'aient pas un regard sur cet argent qui circule à travers le réseau Bitcoin, oui. Ça fait en sorte que les gens ont eu l'impression que c'était une affaire qui était liée au terrorisme. Vous savez, le terrorisme. Une forme de monnaie qui n'est pas contrôlée. Voilà, une forme de monnaie qui n'est pas contrôlée. Donc les gens se disent, peut-être les terroristes aussi vont s'y mêler. Malheureusement, c'est pas vrai. Le terrorisme ne s'est jamais mêlé des problèmes de Bitcoin. Ou alors, quand ils sont mêlés, tout de suite, on a pu, à travers la traçabilité. Vous savez, quand je parle un peu des clés, c'est que dans la clé, effectivement, on a votre identité. Donc, à partir de votre identité, il y a une traçabilité. Tout à fait. Et cette traçabilité fait en sorte que dès que vous émettez un peu ces bitcoins et donc cet argent virtuel, alors là, tout de suite, vous êtes coincé. Parce que le bitcoin aussi, il faut comprendre que comme c'est des monnaies virtuelles. Oui. Alors, donc, la monnaie virtuelle fait en sorte vous avez ce qu'on appelle un peu des réserves, des valeurs. Tout à fait. Et qui ne doivent pas dépasser, vous savez, par exemple, les banques. Les banques créent de la monnaie. Quand les banques vous donnent la monnaie, ça veut dire que c'est de l'argent qui retire la dette et qui fait qu'il faut en sorte remplacer cette monnaie. Donc ça fait des dettes. Quand on n'arrive pas, c'est-à-dire quand vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à payer à échéance. À échéance, voilà, plutôt le mot c'est échéance. Donc ça fait que vous avez des trous. Et ces trous-là, ce qu'on appelle les banques fractionnaires, c'est-à-dire ces banques, effectivement, font en sorte que quand on vous donne des sous, si vous n'arrivez pas à rembourser cet argent-là, effectivement, la banque elle-même peut compenser. Et ça se passe souvent dans quand vous avez des marchés, on ne va pas vous donner la totale. Il faut regarder un peu comment fonctionne le FMI. Quand il vous donne de l'argent, c'est-à-dire ce qu'on vous donne comme une sorte d'avenant pour que vous commenciez un peu vos travaux. On ne vous donne pas toute la somme. Et au fur et à mesure, on te dit, parce que vous avez ce qu'on appelle les objections, si vous n'utilisez pas cet argent avec les firmes. Ça arrive avec, on va dire, des conditionnalités. Bon, c'est beaucoup plus, on peut dire des conditionnalités, mais c'est beaucoup plus, comment dire ça, le fait qu'on vous dit, bon voilà, si vous n'utilisez pas les ressources intellectuelles, techniques, etc., qui deviennent étrangers de ces pays-là, vous n'aurez pas cet argent. Donc, on trace, il y a c'est vrai, on peut appeler ça les conditionnalités, mais je préfère beaucoup plus les non-objections. C'est-à-dire, on vous dit non, ici, sinon on ne vous donne pas des sous. Alors, et à chaque étape, on vous donne des sous, tant au fur et à mesure que ces conditionnalités, évidemment, ces non-exceptions sont complètement remplies. Alors, au Cameroun, il y a une entreprise qui a tenté notamment d'évoluer dans le secteur de la crypto-monnaie, sinon la monnaie virtuelle. On sait que c'est plutôt mal fini. L'entreprise n'existe plus. On a parlé d'arnaque. Est-ce qu'au Cameroun, suivre le rythme, sinon aller vers l'usage, la crypto-monnaie serait un bien? Et à quelles conditions est-ce qu'on dispose de suffisamment d'outils nous permettant de mieux manipuler cette monnaie virtuelle? Alors, moi, quand j'ai appris cette affaire, je crois qu'il s'appelait Yeplimal, cette entreprise-là, dont on connaît le fondateur de Yeplimal, tout à l'heure on cherchait son nom, Émile Sim. Quand il a lancé cette affaire, c'était vraiment une affaire sérieuse. Moi, j'y ai cru parce que j'avais déjà commencé à étudier ces problèmes liés à la Bitcoin. J'y ai vraiment beaucoup cru parce que je me suis dit, voilà, quelqu'un qui va faire en sorte que, avec le mouvement de dédollarisation, avec ces problèmes aussi de souveraineté, qu'il a réussi effectivement à convaincre nos dirigeants, effectivement, qu'on pouvait adopter cette monnaie virtuelle. Moi, pour les échanges. Pour les échanges, même pour les transactions à l'extérieur. Puisqu'il y a des banques, effectivement, enfin des adresses
où on peut tracer un peu le parcours des transactions qu'on fait à travers le Bitcoin. Alors, moi, j'y ai cru. Mais après, quand j'ai réalisé qu'effectivement, on était en train de lui mettre les bâtons dans les roues, c'est là où j'ai compris. Alors, pourquoi on lui mettait les bâtons dans les roues? On lui mettait les bâtons dans les roues, pourquoi? Parce que vous savez, quand vous avez le Bitcoin, l'État, effectivement, ne peut pas contrôler ni par les impôts, parce que c'est des transactions qui se font de pair à pair, c'est-à-dire de vous à moi, sans que l'État intervienne. Donc on ne pouvait pas prélever facilement des taxes. C'était impossible de prélever les taxes. L'État n'a pas accepté ça. En réalité, même s'ils n'ont pas accepté, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris l'importance du Bitcoin. Donc tout d'un coup, parce qu'on leur a soufflé à l'oreille qu'il n'y aura plus de taxes qu'on pouvait prélever au niveau des transactions. Au niveau de la monnaie, parce que la monnaie, ça sert à ça. Et que la plupart des transactions allaient filer sous le nez de l'État. Alors c'est là où effectivement le refus est arrivé. Et malheureusement, au lieu de notifier les gens, ces gens en leur disant bah voilà, vous nous proposez quelque chose où on ne percevra pas d'impôt, ce n'est pas possible. On leur a dit bon voilà, c'était du banditisme, etc., etc. Mais malheureusement, c'est vrai que pendant cette période aussi, quand on voit un peu ce qui s'est passé en Europe, vous savez, pendant longtemps, la plupart des gens là, qui s'enrichissaient par le Bitcoin étaient souvent, comment dire ça, flingués en pleine rue, parce que c'est de l'argent qu'on a. C'est des moyens dont quelqu'un peut disposer, parce que quand je disais dans des journaux, là, il n'y a pas si longtemps, je voyais que la valeur du Bitcoin augmentait. Oui. Tous les jours. Il y avait des gens qui pourraient changer $1000 contre 25 000 bitcoins parce que la valeur commençait à augmenter. Et les gens avaient l'impression que, les voyous, effectivement, avaient l'impression qu'en allant chez quelqu'un, effectivement, on allait lui arracher un peu cet argent-là. Cet argent. Parce qu'on a vu... Pourtant, ce n'était pas de la monnaie physique. C'était gardé ailleurs. C'était gardé ailleurs. Donc, il aurait fallu peut-être aller dans son coffre-fort, arracher ses clés, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, la clé, c'est une identité. Parce que vous avez votre nom, etc. Parce qu'on a l'habitude de dire une chose, c'est que... c'est ce que pensait un peu l'État. Et malheureusement, ils ont développé aussi l'idée que, comme c'est anonyme, parce qu'il n'y a pas de don, il y a juste que c'est anonymat caché des comportements qui étaient particulièrement illicites. Or, ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut dire, ce qu'il a fallu dire aux gens à l'époque, c'est que le Bitcoin, ce n'est pas anonyme. C'est beaucoup plus des pseudonymes qu'on utilise. Par exemple, vous pouvez utiliser votre pseudonyme, la feuille, etc. Mais c'est toujours... C'est toujours vous. C'est toujours vous. Mais les gens peut-être là où on se disait que la traçabilité vers les propriétaires des comptes allait être un peu difficile. Est-ce qu'on dispose des moyens pour pouvoir, si on a des personnes qui n'ont que des pseudonymes, de savoir qu'il s'agit de telle ou de telle autre personne? En tout cas, on en parle dans un instant très court. With MTN's Yellow Agro Digital Solutions, starting from 50 francs per day, receive weather data and export advice. Increase your harvest and protect your livestock. Dial *282#. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Avant de retrouver Hervé Akam et continuer de parler de Bitcoin, voici quelques rendez-vous quand même de la semaine, des rendez-vous littéraires à ne surtout pas manquer. Il y a demain mardi le 27 mai, à partir de 15h à la salle des convivialités du Musée national de Yaoundé, la dédicace de l'ouvrage « Le miracle camerounais », croissance et expansion rapide post-renouveau, défis et méthodes. Le titre, c'est Le miracle camerounais. Sous-titre, croissance et expansion rapide, post-renouveau, défis et méthodes. Un livre qui est écrit par le professeur Olivier Billet. On a dit que c'est demain, mardi, au Musée national de Yaoundé. Il y a d'autres rendez-vous qui vous attendent, des rendez-vous littéraires. Ce sera notamment le jeudi, le mercredi d'abord.
Le mercredi, il y a la dédicace de Michel Bilon. La dédicace de Michel Bilon, on ne nous a pas tout dit. Une dédicace qui se tiendra également à Yaoundé. Et puis le 29, Richard Ndoye, c'est un auteur camerounais également, qui va présenter son deuxième ouvrage qui Enfant perdu, que vous aurez à découvrir. C'est également au Musée national de Yaoundé en après-midi à partir de 15h. Ça c'est pour le jeudi 29 mai 2025. Et puis il y a cette dédicace également le 30. Le 30 ce sera précisément vendredi 30 mai 2025 cette fois-là. C'est une dédicace qui vous attend. La dédicace de Gildas Tankou, avec un thème qui va permettre d'échanger autour de son livre. C'est Résilience et discipline, 2 chemins vers l'accomplissement. On a dit que c'est le vendredi 30 mai 2025, de 15h à 17h. Voilà pour les quelques rendez-vous littéraires de la semaine. Alors on revient pour parler du Bitcoin, monnaie virtuelle. Vous l'avez dit, quelques incompréhensions autour véritablement de la portée sur les indicateurs et surtout sur les propriétés de la monnaie virtuelle qui aurait donc permis non seulement qu'une entreprise au Cameroun soit fermée, parce qu'on a parlé notamment d'arnaque, certainement un problème de traçabilité des fonds. Oui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait la traçabilité. Elle existait. Mais le problème, c'est que l'État pensait que en établissant des transactions par le Bitcoin, tout allait lui échapper. Oui. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle un peu de monnaie, la monnaie, l'État, comme c'est l'État qui crée, enfin les banques qui créent cette monnaie-là. Et ces banques, effectivement, donnent des informations à l'État. Et oui, c'est l'État, effectivement, qui peut prélever, quand on parle un peu des problèmes d'impôts, des problèmes de retenue fiscale, etc. C'est l'État qui crée un peu, qui retient à la source par la monnaie. Or, là, il n'y avait pas moyen, effectivement. Ce qui est peut-être bloquant en ce moment, en ce qui concerne les transactions mobile money, où l'État prélève déjà à la base avec son pourcentage. Cela est valable dans des transactions directes ou bien dans le paiement d'un certain nombre de services, du hasard, où il y a un pourcentage qui est directement prélevé par l'État. Et cela n'était pas possible. Non, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible parce que vous savez, comme c'est un problème de réseau aussi, hein, il faut bien le dire. Cette monnaie est un problème de réseau, le Bitcoin. Oui. C'est-à-dire que vous vous inscrivez et vous avez une trajectoire qui arrive jusque... Parce que, en réalité, quand je parle d'adresse, ce n'est pas une banque en tant que telle. Parce que si vous allez directement à la banque, vous verrez effectivement que l'État peut déterrer des informations qui découlent du rôle même de l'État, hein, c'est-à-dire de lire un peu les propriétés détenus par une banque, que ce soit de l'argent, que ce soit d'autres actifs, etc. Mais ces actifs-là, malheureusement, ça passe pas par les banques, ça passe juste par une adresse. Et ces adresses sont souvent des adresses individuelles, c'est-à-dire quelqu'un qui crée son propre réseau Bitcoin. Et c'est ça qui, à mon avis, l'État a refusé, effectivement, de comprendre que quelqu'un peut créer son réseau. Vous pouvez créer le vôtre, le voisin peut le faire, et que ces voisins, leur ambition, effectivement, c'était pas en réalité dès le départ, en fait, de ne pas qu'il y ait une absence de traçabilité pour l'État, mais c'était pour échapper à toutes ces bureaucraties, ces trajectoires bureaucratiques qu'on voit, par exemple, dans les banques, où, effectivement, quand vous allez dans une banque, souvent, la monnaie n'est pas protégée par l'inflation dans les banques, parce qu'il y a des jours où on vous dit, bon, voilà, pas des jours, des mois, par exemple, ça peut durer 3, 4, 5 mois, où, effectivement, la monnaie baisse, où elle augmente de valeur. Or, dans le Bitcoin, la valeur est toujours statique, elle ne bouge pas. C'est-à-dire si le Bitcoin
pendant 6 mois, un dollar vaut 25 000 bitcoins, ça ne va pas bouger. C'est-à-dire c'est protégé contre l'inflation. Oui. Donc ça veut dire que ça vous donne un pouvoir d'achat qui est assez important pour ceux qui l'utilisent. Or, on voit aujourd'hui avec, par exemple, les CFA qu'on utilise, avec les prix qui augmentent, c'est les prix au marché, vous ne pouvez pas, quand vous sortez 10 000 francs, vous vous rendez compte qu'avec 10 000 francs, vous n'arrivez même pas à nourrir 2-3 personnes par jour, hein, même pendant les 2 jours qui suivront, parce que l'inflation a rogné un peu ce franc CFA. Or, s'agissant de Bitcoin, c'est pratiquement différent. C'est-à-dire, vous n'avez pas de problème d'inflation qui rogne un peu cet argent, puisque l'argent est stable, puisqu'on ne dépense pas plus, parce que c'est des petites proportions. C'est comme si vous allez, par exemple, vous avez, prenons d'exemple un peu, des momos, enfin pour ne pas faire de la publicité. Oui. Alors, chaque fois, vous allez retirer 3 000 francs, 2 000 francs, etc. Oui. C'est-à-dire pour des petites opérations, pas pour des grandes opérations. Pour le moment, bien entendu. Oui. Oui. Je dis bien pour le moment. Mais alors, dans l'avenir, effectivement, il faut envisager que ce soit fait dans des grandes proportions. Et petit à petit, les gens, par exemple, dans le pétrole, c'est les Russes qui commencent à utiliser le rouble numérique. Oui. Les Chinois, par exemple, utilisent le yen numérique. Parce que pour acheter du pétrole, on peut le faire grâce... C'est-à-dire finalement que l'Afrique doit migrer vers ce type de monnaie. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est la monnaie de l'avenir? Moi, je pense il faut seulement qu'il y ait des lois. Il faut organiser tout cela. Il faut vraiment organiser cela, parce que pour le moment, c'est encore un peu... C'est vrai que les gens prétendent que c'est de la monnaie spéculative. Non, c'est de la vraie monnaie, puisque, comme je l'ai expliqué, elle a pris de l'inflation, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment structurer un peu cette affaire-là, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, ou qu'on ne voit pas, effectivement, comme on l'a vu ces derniers temps en France et ailleurs, où les voyous venaient chercher avec des fusils. On a même, j'ai lu il y a plus d'une semaine, une histoire assez drôle, des voyous qui ont arraché le doigt de quelqu'un pour lui faire, comment dire ça, pour lui faire dire qu'il avait des sous dans son coffre, afin qu'ils puissent accaparer. Oui. Voilà. Donc, vous savez que ça attire les voyous aussi, cette affaire. Et donc, mais c'est pourquoi il faut maintenant des lois, il faut structurer ça. Et là, on en est encore à penser qu'il faut que les législations puissent... il faut des lois à l'Assemblée nationale votées par les députés. Ont-ils réellement conscience de ce qui se joue avec cette nouvelle, cette monnaie numérique? Petit à petit, là, je pense, parce que ces derniers temps, moi j'ai entendu des députés européens, c'est eux qui ont pratiquement le pouvoir sur les banques centrales aujourd'hui, parce que les députés français ou néerlandais ou allemands ne décident de rien, c'est plutôt la commission de Bruxelles. Alors, ces derniers temps, j'entends dire que il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, ils appellent l'euro numérique. On en parle beaucoup à Bruxelles. Mais alors, pour le moment, c'est juste encore dans des papiers. C'est-à-dire que ce n'est pas encore quelque chose qui est sorti des cartons et que l'on va appliquer le lendemain, etc. Parce que les Européens savent que cet euro devient de plus en plus difficile du fait que quand vous êtes au Portugal, l'euro n'a pas la même valeur que lorsque vous êtes en France. Oui. Parce que cet euro profite, et bien entendu, aux gens c'est-à-dire à ceux qui produisent. C'est-à-dire comme l'Allemagne, comme la France, etc. Donc l'euro là profite beaucoup. Même la France, même les Français commencent à se plaindre en disant que l'euro pourrait être trop fort et qu'il faut revenir un peu aux souverainetés, c'est-à-dire au franc de l'époque. Donc voilà donc le problème aujourd'hui qui se pose, c'est-à-dire donner aux bitcoins cette flexibilité qui permette que qu'on ne soit pas attaqué dans la nuit, parce qu'effectivement on possède des bitcoins, parce qu'effectivement les gens s'enrichissent, même si moi j'ai entendu, j'ai un ami aux États-Unis qui me disait l'autre jour qu'ils avaient voulu, ils étaient dans un réseau de bitcoin et que cet argent a pratiquement disparu du jour au lendemain. Et ça a été un cauchemar pour la dame, parce que il s'agit d'une femme. Alors, il a fallu lui expliquer que non, c'est parce qu'effectivement, c'était un faux réseau de bitcoins. Parce qu'il y en a aussi. Parce qu'il y a des bons et des mauvais réseaux. Il y a des mauvais réseaux.
Parce que la plupart des gens qui se plaignent qu'en voulant acheter des bitcoins, ils sont tombés sur des voyous. Parce qu'il y a aussi des gens... Des anarcheurs, des personnes qui profitent effectivement. Ce qu'on appelle un peu les hackers. C'est-à-dire qui rentrent un peu dans vos clés, dans votre ordinateur, et qui, effectivement, vous récupèrent tout ce que vous avez dans les coffres, c'est-à-dire dans les endroits où se trouvent ces bitcoins. C'est pourquoi on dit souvent que quand vous êtes à l'aéroport, ne prenez pas souvent faites attention au ne branchez pas Wi-Fi. Parfois les appareils sur des ports USB. Voilà, évitez le Wi-Fi. Parce que rien ne prouve que c'est effectivement rien ne prouve effectivement que c'est effectivement. Il y en a qui essayent d'abord, ils arrivent avec sur les lieux avec leur équipement. Bien entendu, voilà, avec tout. Proposent effectivement des Wi-Fi qui ont l'identité pareille à l'aéroport et malheureusement vous pouvez vous faire happer vos informations par là. Et c'est ce qui s'est passé pour cette dame, une noire américaine qui est une amie, qui m'a, parce que je lui ai dit, c'est elle qui m'a même envoyé des livres en français. Elle m'expliquait qu'elle s'est fait avoir, donc elle ne peut plus jamais entendre parler de Bitcoin. Non, c'était parce qu'elle était sur des... Est-ce qu'il est donc possible de trouver le bon réseau? Y a-t-il des réseaux connus qui ne soient pas nécessairement ceux des anarcheurs? Alors, en France, vous avez par exemple Majors, qui est très connu. Vous avez Premium aussi aux États-Unis. J'ai pas encore pris contact avec les gens, le directeur qui est d'origine russe, mais je compte lui écrire effectivement pour qu'il m'envoie des catalogues où on peut effectivement repérer ces adresses fiables, bien entendu. Parce qu'il y en a, il y a Premium, il y a Major en France. Et les gens utilisent effectivement le Bitcoin de manière naturelle, et personne ne s'est plaint. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez une traçabilité qui fait en sorte qu'on ne peut pas vous voler, c'est impossible. Puisque ces Bitcoins existent, même si c'est de l'argent virtuel, ils existent, puisque les gens font des transactions et gagnent l'argent là-dedans. Parce qu'au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, par exemple... je lisais dans ce journal parce qu'il faut que je m'instruise aussi. Peut-être que d'ici bientôt, il faut que je m'instruise un peu sur ces bitcoins. Aujourd'hui, vous avez pratiquement plus de 500 000 transactions par jour de bitcoin. 500 000 500 000. C'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que avec l'euro, on en a plus. Mais le problème, c'est que comme le bitcoin, dans ses réserves, c'est ce qu'on appelle un peu les stocks, dans ces stocks, vous avez des stocks limités. Donc, il faut d'abord épuiser ces stocks-là. Quand vous avez épuisé ce stock, on remet encore un autre stock d'argent, Bitcoin, le lendemain, et ainsi de suite. Donc, ça fait que c'est ça un peu la stabilité du Bitcoin. Parce que ça permet aux gens, effectivement, d'avoir confiance, parce que c'est une monnaie de confiance aussi. Parce que la monnaie, c'est ça. Quand vous n'avez pas confiance, effectivement, c'est une monnaie qui ne sert à rien. Et toutes les monnaies, chez nous en Afrique, souvent, dans nos traditions africaines, on nous dit souvent que quand quelqu'un vous disait, à l'époque, dans le temps de nos ancêtres, quand quelqu'un vous disait, bon, je vais te donner 15 francs, 10 francs, etc., c'était la parole qui était la confiance. Parce qu'on avait confiance en la parole. Donc, l'argent, c'est ça la confiance. En Afrique, c'était, pendant longtemps, ça a été ça, avant qu'on introduise la monnaie dans les rapports d'échange. D'échange, avec des hommes. Ça se passait comme ça. C'est-à-dire que la parole était un médium d'échange. Et c'était bien, les gens avaient confiance en la personne et qui disaient à l'autre, bon, moi je vais te payer dans 2, 3, 4 jours. Ça se passait comme ça. Donc il y a cette confiance qui commence à naître aujourd'hui pour les bitcoins et qu'on apprécie rien que par le volume, je dis bien le volume des transactions par jour. Et les documents, c'est pas seulement le livre, les documents que j'ai pu constater, là, j'ai vu que c'était un développement exponentiel. Ça m'a même surpris, à la limite, dans ces documents-là, que je pourrais te donner un de ces 4 matins. En réalité, lorsqu'on regarde les taux de change, on se rend bien compte que le Bitcoin est stable, comme vous l'avez dit, et il grimpe chaque jour. Alors, il faut peut-être que les Camerounais lisent le livre Les Talents Bitcoin, ou bien d'autres livres sur la crypto-monnaie pour avoir une idée assez précise de ce que c'est. Peut-être qu'il y a le problème de manque d'informations ou la mésinformation autour de ce qu'est en réalité cette crypto-monnaie. Moi, je pense plutôt que tout ça vient aussi de l'État qui refuse effectivement d'admettre que
peut-être aussi à cause de nos amis étrangers là, qui nous ont imposé des CFA depuis très longtemps, et qui refusent de croire qu'on peut avoir une monnaie autre que le franc CFA. Donc c'est ça le problème qui se pose. Si effectivement on veut développer nos souverainetés, alors comme j'ai dit tout à l'heure, il faut aller vers les économies un peu aux marges. Oui. Pourquoi ne pas utiliser des marges? Et ça je le dis toujours, parce que tant qu'on n'a pas utilisé ces économies de la marge, à mon avis, rien ne peut... on ne peut pas avoir des développements. Donc, il faut toujours des contournements. Comment les Russes font pour se développer aujourd'hui? Ce n'est pas les marges qui se développent. Quand on regarde un peu leur croissance, qui était de 4 à 3% il n'y a pas si longtemps, c'est les marges. Pourquoi nous, on ne peut pas utiliser ces marges? Est-ce que quelqu'un nous l'interdit? Est-ce qu'il y a une voix intérieure qui nous dit attention, ne faites pas là, n'allez pas là-bas. Voilà, n'allez pas dans cette direction. Oh, il faut prendre ces marges. Parce que le CFA, effectivement, pèse de plus en plus, comme on l'a toujours dit. Le CFA, c'est fait pour la classe des gens qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent aller en Europe, s'acheter des voitures, etc. C'est beau que le franc CFA est destiné. Un peu moins à ceux qui ont la bourse légère. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un peu les monnaies, un peu. Le CFA, pour nous, c'est en réalité des monnaies dures. C'est-à-dire qui n'apportent pas effectivement d'épanouissement à la classe moyenne même. Rien que peut-être ceux qui ont un peu plus d'argent, qui ont un portefeuille assez lourd. Donc nous, on a besoin effectivement de ce qu'on appelle les monnaies faciles. Et la monnaie facile, c'est là. C'est-à-dire que ça permet à tout le monde effectivement de se nourrir pour la petite quantité dont on dispose. C'est pourquoi, effectivement, dans cette affaire de Bitcoin, c'est les proportions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est vraiment de l'économie. Et ça correspond un peu à l'Afrique qui ne peut pas dépenser plus qu'elle a. Or, on nous oblige à dépenser plus. Et donc, ça nous fait de la dette. Comment, effectivement, on peut rembourser ces dettes qui sont souvent... C'est souvent des gens qui disent c'est bien de s'endetter, on peut rembourser. Non, c'est pas vrai. Une dette, effectivement, fait de la dette et la dette, et si vous avez des dettes qui s'éternisent au point que ça opère un peu le développement des pays. Or, avec le Bitcoin, on n'aura pas ce type de problème. Alors, d'abord, ce livre, Les talents Bitcoin, vous conseillez vivement. Et je rappelle qu'à la fin du mois, nous avons notre rendez-vous. Cette fois-ci, c'est pour parler de la guerre des semi-conducteurs, l'enjeu stratégique mondial, qui a été d'ailleurs déclaré meilleur livre éco de l'année à Financial Times. Oui. C'est un livre quand même intéressant que vous allez nous dégoter là, de Chris Miller. Voilà, et ça fait toujours partie, nous sommes dans les économies de la marge. C'est-à-dire que, vous savez, les Africains disent toujours on a le pétrole. Mais ils ne savent pas que le pétrole ne va pas seulement dans la voiture. Le pétrole peut être utilisé pour produire un peu ces semi-conducteurs-là, et le gaz, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les nouvelles technologies qu'il faut apprendre maintenant à dompter. Oui. Or, tant qu'on ne dompte pas, on reste toujours dans les vieilles théories selon lesquelles les Blancs nous prennent notre argent et tout. Notre pétrole, etc. on fait fausse route. Or, nous-mêmes, on peut produire des semi-conducteurs à partir du gaz et du pétrole. C'est pourquoi c'est devenu un problème géopolitique aujourd'hui quand on parle de semi-conducteurs. En vous disant merci, Hervé Akam, d'être passé à la radio aujourd'hui encore, merci. Échanger avec nous autour du livre. Permettez-moi également de vous dire joyeux anniversaire. Merci. Car vous avez un an de plus aujourd'hui. Merci. Et une bougie de plus. Merci. Et on espère qu'il y en aura encore et encore et encore. Davantage certainement à partager avec les proches et ceux qui nous aiment autour finalement. Merci Jean-Jacques, je te remercie. C'est très sympa. Je ne vais pas dire plus. Et je l'ai dit en direct à l'antenne.